Elle s'appelait Elisabeth. Elle n'avait que 23 ans. Avant sa capture, elle travaillait près d'un dépôt de ravitaillement allemand où elle s'occupait surtout de la lessive et de tâches administratives pour les soldats. Elle n'avait jamais porté d'armes. Jamais elle n'aurait imaginé devenir prisonnière de guerre. À la fin de l'année 1944, lorsque les forces alliées partisans traversèrent la région plus vite que quiconque ne l'avait prévu, Elisabeth et plusieurs autres femmes furent arrêtées, rassemblées et interrogées. On leur expliqua que, parce qu'elles avaient travaillé pour l'armée allemande, elles devaient être emmenées. Pour Elisabeth, tout cela semblait irréel. Elle venait d'une petite ville et croyait qu'une fois la guerre terminée, elle rentrerait simplement chez elle. Au lieu de cela, on la fit monter à l'arrière d'un camion qui prit la route de la côte. Elle n'avait avec elle qu'un petit sac, contenant l'essentiel, une brosse à cheveux, un peigne et une chemise de rechange. Elle ignorait où on la conduisait. Elle savait seulement que le voyage serait long. Avant de continuer, je précise que cette histoire provient d'archives de la Seconde Guerre mondiale. Et si vous souhaitez découvrir d'autres récits méconnus, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner et à dire en commentaire depuis quel pays vous regardez. Il est toujours étonnant de voir jusqu'où ces histoires oubliées peuvent voyager. Lorsque le camion atteignit le port, Elisabeth aperçut le navire qui les attendait. Il était immense, déjà rempli de gardes en uniforme et de prisonniers, hommes et femmes, répartis dans différentes diomèdes sections. La vue de l'océan la troubla profondément. Cette étendue d'eau lui donnait l'impression d'une frontière, la ligne invisible entre son ancienne vie et un avenir qu'elle était incapable d'imaginer. Les jours en mer s'étirèrent lentement. Les repas étaient simples, mais elle remarqua rapidement que les gardes ne se montraient pas hostiles. Ils donnèrent des consignes sans crier. Quand la langue posait problème, certains tentaient de se faire comprendre par gestes ou en montrant les objets. Peu à peu, Elisabeth comprit que ces hommes ne correspondaient pas à l'image de l'ennemi qu'on lui avait décrite. Ils accomplissaient leur travail, tout comme elle avait accompli le sien autrefois. Des rumeurs circulaient, le bateau ne se dirigeait ni vers l'Angleterre ni vers la France. Il traversait l'Atlantique. Il allait en Amérique. Elisabeth écoutait mais refusait d'y croire. L'Amérique lui semblait trop lointaine pour être réelle. Certaines femmes murmuraient qu'on y mangeait à sa faim, qu'il n'y avait pas de pénurie. Elisabeth aurait voulu espérer, mais la peur l'empêchait de s'y abandonner. Puis un jour, le navire ralentit. Une voix annonça que la terre était en vue. Tous les prisonniers se précipitèrent vers les rambardes. Certains montèrent sur des caisses pour mieux voir. Elisabeth se glissa entre deux femmes et leva les yeux. Elle s'attendait à découvrir un littoral semblable à ceux d'Europe. Abîmé, tendu, envahi de soldats, marqué par la guerre. À la place, elle vit un port animé et parfaitement organisé. Rien ne laissait penser à un pays vivant sous les bombes ou dans la peur. D'immenses grues déplaçaient tant des cargaisons. Des ouvriers manœuvraient sur les machines avec régularité, sans précipitation ni épuisement visible. Des camions attendaient en file pour charger les marchandises. Personne ne semblait sur le qui-vive. Personne ne se retournait à la recherche d'un danger invisible. Chacun travaillait comme lors d'une journée ordinaire, alors même qu'un navire rempli de prisonniers de guerre venait d'accoster. Elisabeth tenta de tout observer à la fois. Des banderoles indiquaient les différents entrepôts. Des postes de garde étaient en place, mais les soldats se tenaient de façon détendue, appuyés contre des barrières, discutant entre eux, désignant parfois le navire pour guider les dockers. Ils n'étaient ni tendus, ni pressés, ni agressifs. Alors, elle comprit ce qu'elle voyait, un endroit régi par la routine. Et la routine signifiait que la guerre n'atteignait pas leur quotidien. Cette idée la déstabilisa. Pendant des années, elle s'était réveillée au son des sirènes, avait couru vers des abris, avait traversé des rues bordées de ruines. Elle pensait que toute zone militaire ressemblait à l'atmosphère oppressante qu'elle avait connue en Allemagne. Ici, tout semblait maîtrisé, prévisible, stable. Un garde s'adressa aux femmes par l'intermédiaire d'un interprète. Elles allaient bientôt débarquer et passer par l'enregistrement. Le ton était informatif, presque neutre. Elisabeth écouta attentivement, craignant de manquer la moindre consigne. Lorsqu'elle entendit qu'elle se trouvait officiellement aux États-Unis, son estomac se noua. Elle l'avait pressenti durant la traversée, mais l'entendre confirmer rendait la situation bien plus réelle. Elle était plus loin de chez elle qu'elle ne l'aurait jamais cru possible. Quand le navire s'amarra, elle remarqua la propreté des installations. Aucun déchet entassé, aucun matériel cassé, aucune trace de négligence. Chaque chose semblait à sa place.
Les outils étaient peu nettoyés après usage. Les uniformes paraissaient neufs, non rapiécés. En Allemagne, surtout à la fin de la guerre, on utilisait tout jusqu'à l'usure totale. Ici, rien ne donnait l'impression d'être sur le point de céder. Elle observa les véhicules sur le quai, massifs, puissants, avançant sans à-coups. Elle avait entendu dire que l'Amérique ne manquait pas de carburant. Mais voir ces moteurs tourner sans hésitation lui fit comprendre que ce n'était pas seulement une question d'essence. C'était une question de stabilité. Une stabilité qui se lisait dans les gestes, dans le travail, jusque dans la façon de se déplacer. Au moment où elle posa le pied sur la passerelle, elle sentit le sol ferme sous ses bottes. Elle se savait observée, mais ne se sentait pas menacée. Les gardes restaient à proximité, gardant une distance professionnelle. Ils ne bousculaient personne. Ils indiquaient simplement le chemin. Élisabeth suivit le mouvement du groupe. Pour la première fois depuis longtemps, elle se trouvait dans un lieu qui n'était pas marqué par les destructions. Cette découverte la rendit à la fois minuscule, inquiète et étrangement soulagée. Une pensée ne cessait de lui revenir. Ils n'ont aucune idée de ce que la guerre représente vraiment. Lorsque Élisabeth et les autres femmes arrivèrent au camp, on les dirigea vers un long bâtiment. Tout se déroulait dans un ordre calme et méthodique. Il n'y avait ni cris ni agitation. Les femmes furent réparties en files distinctes, chacune avançant vers une table derrière laquelle se tenaient des employés américains entourés de dossiers, de machines à écrire et de piles de formulaires. Élisabeth observait attentivement la scène, cherchant à deviner ce qui l'attendait. Elle remarqua vite que le personnel du camp exécutait cette procédure avec une assurance tranquille, comme un rituel répété des dizaines de fois. Personne ne courait. Personne ne paraissait irrité ou tendu. Cette organisation calme lui inspira un mince sentiment de sécurité, même si l'inquiétude pour l'avenir ne la quittait pas. Lorsque vint son tour, un officier lui demanda son nom. Il parlait lentement, conscient que beaucoup de prisonnières ne comprenaient pas l'anglais. Un interprète germanophone reprit la question. Élisabeth donna son nom et l'officier le tapa aussitôt sur un formulaire. Les touches claquaient avec netteté. Chaque frappe semblait définitive, comme si elle scellait son existence dans un système qui lui échappait. On lui demanda ensuite son âge, son lieu de naissance, son ancienne occupation. À chaque fois, l'interprète traduisait. Élisabeth répondit sans détour. Elle sentait qu'on ne cherchait pas à l'intimider, mais simplement à constituer des dossiers. Après cet entretien, on la conduisit vers une autre table. On lui remit une petite plaque d'identification portant un numéro. L'officier lui expliqua que ce numéro serait désormais associé à son dossier et qu'elle devrait l'utiliser pour recevoir ses repas, son matériel et ses affectations de travail. L'idée de devenir un numéro lui déplaisait, mais elle comprenait que ce n'était pas dirigé contre elle personnellement. C'était leur manière de fonctionner. On lui donna ensuite un uniforme du camp, un pantalon solide, une chemise et une veste. Le tissu était rêche mais propre. On lui remit également une couverture et un oreiller. Le garde lui tendit le tout sans un mot. Élisabeth fut frappée par la propreté de ses effets. Elle repensa aux pénuries en Allemagne, où chaque morceau d'étoffe était rapiécé, recyclé, découpé jusqu'à l'usure. Ici, tout semblait disponible, entretenu. Les gardes conduisirent ensuite les femmes dans une salle où elles purent se laver et se changer. Pour la première fois depuis plusieurs jours, Élisabeth sentit l'eau courante sur sa peau. Elle se lava lentement le visage et les mains, consciente qu'elle ignorait quand elle pourrait de nouveau profiter d'une eau aussi claire. L'uniforme était un peu large, mais suffisamment confortable. En pliant ses anciens vêtements, elle ressentit une coupure nette avec son passé. Ce tissu neuf signifiait qu'elle n'était plus simplement Élisabeth. Elle était désormais une prisonnière dans un pays étranger. Après s'être changée, les femmes furent conduites au réfectoire. Là, Élisabeth reçut son premier repas au camp. Elle observa le personnel déposer les aliments sur les plateaux avec régularité et méthode. Personne ne se bousculait, personne n'élevait la voix. Quand arriva son tour, on lui servit du pain blanc moelleux, un peu de beurre, de la confiture, des légumes chauds et des pommes de terre. Elle s'assit et porta la première bouchée à sa bouche. Elle dut s'arrêter. Elle n'avait pas mangé de pain de cette qualité depuis des années. En Allemagne, la nourriture était devenue sèche, rationnée, sans goût, étirée au maximum pour nourrir le plus grand nombre. Ici, tout paraissait frais. Elle fut bouleversée de constater à quel point quelque chose d'aussi banal que du pain pouvait l'émouvoir. Elle regarda autour d'elle. Les autres femmes réagissaient de la même manière. Certaines mangeaient lentement, de peur de paraître avides. D'autres essuyaient discrètement leurs larmes, le goût d'une vraie nourriture faisant remonter des souvenirs d'avant-guerre.
Un garde se tenait près de l'entrée, observant la salle mais à distance respectueuse. Il surveillait sans intervenir. Après le repas, on conduisit les prisonnières vers leur baraquement. Le bâtiment était simple, fonctionnel. À l'intérieur, des rangées de lits superposés, un petit système de chauffage, quelques espaces pour poser ses affaires. Chacune choisit une couchette. Elisabeth étendit sa couverture, lissa le tissu et s'assit. Elle laissa échapper un souffle qu'elle retenait depuis le matin. La pièce était calme. Pas de sirène, pas de détonation lointaine. Seulement le bruit feutré de femmes qui s'installaient dans un lieu inconnu mais sûr. Cette nuit-là, Elisabeth resta longtemps éveillée, écoutant la respiration régulière des autres prisonnières. Elle ne se sentait pas libre. Mais elle ressentait autre chose, quelque chose qu'elle n'avait plus connu durant les derniers mois en Allemagne, la certitude que le lendemain suivrait un ordre. Elle mangerait, elle travaillerait, elle dormirait. Ici, la guerre n'interromprait pas ces choses. Le camp lui offrait ce qu'elle avait perdu, la prévisibilité. Dans les jours qui suivirent, Elisabeth commença à comprendre l'organisation quotidienne du camp. Tout fonctionnait selon un emploi du temps précis affiché à l'extérieur des baraques. Lever, petit déjeuner, affectation, pause, heure du soir. Tout était clairement indiqué. Les gardes exigeaient le respect des règles, mais sans brutalité. Les ordres étaient courts, directs. Les gestes complétaient les mots quand la langue manquait. Cette structure permettait aux prisonnières de savoir à quoi s'attendre, et cette stabilité apaisait peu à peu la tension constante qu'Elisabeth portait en elle. Les tâches variaient selon les personnes. Certaines triaient le linge, lavèrent la vaisselle ou travaillaient en cuisine sous surveillance. D'autres quittèrent le camp pour des travaux agricoles, comme la récolte de légumes ou le tri des cultures dans des fermes voisines. Les gardes les accompagnaient sans crier. Elisabeth, elle, fut affectée à l'atelier de couture, car elle savait réparer les vêtements. La salle contenait des tables, des machines à coudre et des paniers remplis de tissus. Avec quelques autres femmes, elle raccommodait des uniformes et des habits destinés au personnel du camp. Le travail était répétitif, mais elle y trouvait une forme d'apaisement. Enfiler une aiguille, suivre une couture, c'était néanmoins des gestes qu'elle maîtrisait, des choses qu'elle pouvait contrôler. Au cours de sa première semaine, elle remarqua un détail qui la surprit. Parfois, un garde lui montrait une manche déchirée ou une veste abîmée et lui demandait par l'intermédiaire de l'interprète si elle pensait que le vêtement pouvait être réparé. Il ne cherchait pas à la mettre à l'épreuve. Il s'en remettait réellement à son avis. Pour la première fois depuis son arrestation, Elisabeth eut le sentiment que ses compétences comptaient. Elle restait une prisonnière, bien sûr, mais ce qu'elle savait faire lui donnait une raison de se lever le matin. Un rythme, une utilité. Les repas étaient servis 3 fois par jour au réfectoire. Simples mais réguliers. Pommes de terre, légumes, pain, parfois de la viande. Les portions étaient correctes, ni symboliques, ni diluées. Elle pouvait manger à son rythme sans se sentir observée ni pressée. Après des années de restrictions et de pénurie en Allemagne, cette constance à elle seule lui paraissait presque extraordinaire. Plus de ruées anxieuses, plus de crainte que tout disparaisse d'un jour à l'autre. Le soir, après le travail et le dîner, les femmes disposaient de quelques heures libres, soit dans les baraquements, soit dans une petite cour clôturée. Certaines jouaient aux cartes, d'autres lisaient ou écrivaient des lettres. Elisabeth, elle, restait souvent assise sur sa couchette, à nettoyer son uniforme ou à arranger soigneusement ses affaires. Ces gestes simples l'aidaient à se sentir ancrée dans un lieu qui lui demeurait étranger. Peu à peu, elle remarqua des détails qui soulignaient à quel point cette vie différait de celle qu'elle avait connue dans l'Allemagne en guerre. Les outils n'étaient pas enfermés sous clé, les fournitures n'étaient pas comptées au plus juste. Si une machine tombait en panne à l'atelier, on la remplaçait. Si l'on demandait aux prisonnières de se mettre en rang, elles le faisaient en sans panique. Personne ne courait vers des abris, car il n'y avait ni sirène, ni explosion. Le camp imposait des règles, mais il offrait aussi quelque chose d'inestimable, la prévisibilité. Et cette prévisibilité, lentement, remplaçait la peur. Des liens discrets se formèrent entre les femmes, souvent à partir des équipes de travail ou du partage d'un même dortoir. Les conversations restaient d'abord prudentes, centrées sur les tâches quotidiennes ou sur des souvenirs d'avant-guerre. On évitait de parler de l'avenir, trop incertain. Elisabeth ignorait quand elle rentrerait en Allemagne. Elle ignorait ce qu'elle y retrouverait. Mais elle savait qu'ici, elle dormirait chaque nuit dans le même lit, mangerait aux mêmes heures et travaillerait dans une pièce chauffée, éclairée avec des outils en état de marche. Au fil des semaines, un autre détail la surprit à plusieurs reprises,
La nourriture n'était pas seulement régulière, elle était variée. En Allemagne, surtout vers la fin, les repas étaient redevenus répétitifs et pauvres. Le pain était sombre, coupé avec des substituts. Le beurre avait été remplacé depuis longtemps. Les légumes étaient stockés trop longtemps ou bouillis jusqu'à perdre toute saveur. Ici, même les plats les plus simples avaient un goût différent. Une fois par semaine, la cuisine recevait parfois des produits qu'Élisabeth n'avait pas vus depuis des années. Il arrivait que ce soit du beurre de cacahuète, une chose qu'elle ne connaissait qu'à travers des récits en nom sur l'Amérique. On le distribuait dans de grands récipients. La pâte était épaisse, collante. La première fois, elle se plaqua au palais et elle ne sut qu'en penser. Puis elle apprit à l'étaler sur le pain et à le manger lentement. La saveur lui était étrangère, mais riche, nourrissante. En Allemagne, tout ce qui pouvait donner de l'énergie était devenu précieux. Ici, ce n'était qu'un choix parmi d'autres. Un autre jour, on lui servit du pain de maïs. La texture était dense, friable, et le goût légèrement sucré. Elle n'avait jamais mangé quoi que ce soit fait de semoule de maïs. En Allemagne, le maïs servait surtout à nourrir les animaux. Elle observa longuement le morceau posé sur son plateau, hésitant entre pain et dessert. Lorsqu'elle y goûta, l'équilibre entre le sucré et le salé la surprit. Autour de la table, les femmes commentaient, tentèrent de décider si elles aimaient ou non. Élisabeth, elle, aimait. C'était chaud, consistant. Certains jours, la cuisine préparait des ragoûts épais avec des haricots, des carottes et des morceaux de viande. Le bouillon était dense, et le plat suffisait à rassasier pendant des heures. Élisabeth remarqua que beaucoup de repas américains semblaient les penser pour nourrir le corps avant tout. Des protéines, de l'énergie, plus que des raffinements de goût. C'était une cuisine pratique, faite pour soutenir de longues journées de travail. Elle y voyait un contraste avec les plats allemands, plus tournés vers les sauces, les pommes de terre et les épices familières. Ici, la nourriture était plus simple, plus lourde, presque fonctionnelle. Parfois, les gardes autorisaient que des restes de pâtisserie provenant de la cuisine du personnel soient ajoutés à la distribution. Élisabeth se souvenait d'un jour particulier où un plateau de muffins apparut. Légèrement sucrés, certains contenant des morceaux de fruits secs, ils furent regardés comme des objets fragiles. Élisabeth prit le sien avec précaution. Cela lui semblait presque indécent, comme si elle touchait à quelque chose de précieux. Elle le mangea lentement, chaque bouchée lui rappelant qu'il existait encore, quelque part, une vie normale. Certaines semaines, on distribuait aussi des fruits frais, un par personne. Le plus souvent, des pommes, fermes, croquantes. En Allemagne, à la fin de la guerre, une seule pomme aurait pu être partagée entre plusieurs membres d'une famille. Ici, on la lui tendait sans hésitation. Mordre dans un fruit frais sans penser aux rations lui paraissait irréel. Élisabeth remarqua qu'elle gardait toujours le fruit pour la fin du repas, comme une récompense. Peu à peu, elle comprit que la nourriture agissait sur plus que la faim. Elle influençait l'humeur, les visages se détendaient, les conversations s'allongeaient. Certaines femmes commençaient à parler de leur famille, de leur maison, de souvenirs d'avant-guerre. Élisabeth écoutait en mangeant des plats qui lui rappelaient que le monde ne se réduisait pas aux ruines. Le camp contrôlait toujours ses mouvements, mais l'abondance relative de nourriture lui rendait une part de dignité. Avec le temps, Élisabeth observa aussi le comportement des gardes américains. Elle s'attendait à de la dureté, de la froideur, peut-être même de la cruauté, d'après tout ce qu'on lui avait raconté. Or, la plupart se montraient des professionnels, courtois, constants dans leurs consignes. Ils parlaient clairement, recouraient aux gestes quand il le fallait, et élevaient rarement la voix. Elle comprit que leur rôle consistait à encadrer, non à intimider. Cela créait un mélange étrange de tension et d'apaisement. Elle restait une prisonnière, mais personne ne cherchait délibérément à lui rendre la vie insupportable. Certains gardes faisaient même preuve de petites attentions, de gestes d'équité ou de simples considérations. Si une prisonnière laissait tomber un outil en travaillant, un garde le ramassait et le lui rendait sans un mot. Si quelqu'un peinait sous un chargement trop lourd, il arrivait qu'un garde hoche la tête et attende calmement qu'elle puisse reprendre son souffle. Ces gestes étaient discrets, presque anodins, mais pour Élisabeth, ils comptaient d'un. Ils lui montraient et que ces hommes n'étaient pas cruels par nature. Ils accomplissaient une tâche dans un cadre de règles et de procédures. Peu à peu, elle en vint à considérer que cet environnement, bien que fermé, était au moins cohérent et fiable. La communication restait difficile. Son anglais était limité, et peu de gardes parlaient allemand. Des interprètes existaient, mais n'étaient pas toujours présents. Pourtant, Élisabeth découvrit que de simples signes, des hochements de tête ou quelques mots griffonnés sur du papier
suffisait souvent. Avec le temps, elle apprit à reconnaître les gardes patients et ceux qui étaient plus stricts. Elle adapta son attitude, exécutant les consignes sans tarder, travaillant avec sérieux. Elle comprit alors que le respect pouvait fonctionner dans les deux sens. En se montrant responsable, elle gagnait davantage de confiance et un peu plus de liberté. Il arrivait aussi que certains gardes adoptent un ton plus ordinaire, presque humain. Ils posaient des questions simples sur l'état de santé des prisonnières ou sur leur région d'origine. Élisabeth constata que ces échanges, même brefs, amélioraient Tara le moral. Elle ne pouvait pas parler librement de l'Allemagne ni de la guerre, mais savoir que quelqu'un se souciait de son bien-être ou de sa sécurité lui rendait un sentiment d'humanité. Cela contrastait fortement avec les derniers 6 mois en Allemagne, où la peur et la pénurie dominaient chaque relation. Les contacts physiques restaient rares et strictement formels. On ne frappait pas, on ne bousculait pas, on ne contraignait pas inutilement. La discipline était appliquée selon des règles précises. Élisabeth observa que toute infraction au règlement était traitée avec calme et méthode. On commençait par un avertissement. S'il n'était pas respecté, une sanction mineure pouvait suivre, heures de travail supplémentaires ou restrictions temporaires de certains déplacements. Même ces punitions n'étaient ni violentes ni excessives. Elles étaient mesurées et Élisabeth pouvait en prévoir les conséquences. Avec le temps, elle cessa de voir les gardes uniquement comme des ennemis. Elle les percevait davantage comme des hommes chargés d'un travail difficile, dans un pays qui n'était pas le sien. Elle n'oubliait jamais qu'ils étaient armés et qu'ils détenaient son destin entre leurs mains. Mais elle voyait aussi que leur rôle exigeait ordre et équité. Leur présence devint un élément de la routine à laquelle elle s'était habituée, un autre repère stable dans son quotidien. Elle avait le sentiment qu'en respectant les règles et en montrant de la considération, elle évitait bien des tensions et conservait davantage d'espace personnel. Elle apprit aussi, à petite échelle, ce que signifiait la confiance. Elle pouvait demander des explications si une tâche n'était pas claire. Elle pouvait compter sur les gardes pour fournir du matériel ou garantir la sécurité pendant le travail. Le camp restait une prison, mais le comportement des gardes lui permettait de s'y adapter sans vivre dans une crainte permanente. Peu à peu, elle comprit que même dans des conditions strictes, les relations humaines pouvaient contenir de la justice, de la patience et une certaine fiabilité. À la fin de son premier mois au camp, Élisabeth éprouvait un respect prudent pour les gardes. Elle savait ce qu'elle était, une prisonnière. Mais elle savait aussi que les hommes en uniforme n'étaient pas des monstres. C'étaient des professionnels qui appliquaient des règles. Et en les appliquant, ils donnaient à la vie du camp une structure qui la rendait supportable, presque prévisible. Quelques semaines après son arrivée, Élisabeth obtint pour la première fois l'autorisation d'écrire chez elle. Le papier était petit, les stylos ordinaires, mais la possibilité de contacter sa famille l'emplissait à la fois d'espoir et d'angoisse. Elle inscrivit soigneusement son nom, la date, puis quelques phrases sur sa santé et sa vie quotidienne. Elle évita tout sujet politique, toute allusion directe à la guerre. Elle voulait seulement que les siens sachent qu'elle était en vie. En tenant l'enveloppe entre ses doigts, elle ressentit un mélange de soulagement et de peur. Sa lettre parviendrait-elle en Allemagne ? Sa famille pourrait-elle seulement la lire ? Les réponses mettaient encore plus de temps. Elles arrivaient parfois des semaines plus tard, incomplètes ou retardées. Le jour où Élisabeth reçut enfin une lettre de sa mère, elle eut du mal à y croire. L'écriture était tremblée, pressée, mais les mots étaient antéclairs. Sa famille était vivante, fatiguée, confrontée à de grandes difficultés. Élisabeth serra la feuille contre elle, la relut encore et encore, trouvant du réconfort dans chaque ligne. Même si elle était loin, ces quelques phrases lui rappelaient que des liens avaient survécu à la guerre. Les nouvelles d'Allemagne parvenaient lentement, par le courrier ou par de brefs bulletins du camp. Elle apprit l'existence des pénuries, des maisons détruites, des villes bombardées. C'était douloureux à lire, mais cela l'aidait à comprendre que sa vie au camp, malgré les contraintes, restait plus sûre que celle de beaucoup de gens restés au pays. Certaines informations l'accablaient, alors elle tentait de les contrebalancer par des souvenirs plus doux, ses parents, sa petite ville, les rues qu'elle parcourait avant la guerre. Les lettres devenaient un pont entre deux mondes, celui qu'elle connaissait et celui dans lequel elle vivait désormais. Écrire lui rendait aussi une part de contrôle. Même sans pouvoir influencer la guerre ou les décisions des autres, elle pouvait choisir ses mots, parler de sa santé, maintenir un lien. Cette correspondance entra peu à peu dans sa routine. Elle s'asseyait à une petite table du baraquement, rassemblait ses pensées et écrivait lentement. Cela demandait de la patience. Elle reformulait souvent ses phrases pour qu'elles soient
claires et ne provoquent donc pas d'inquiétude inutile. Parfois, d'autres femmes se joignaient à elle pour échanger des nouvelles. Elles se disaient, quand une lettre était arrivée, ce qu'elle contenait, ce qui avait changé chez elle. Élisabeth trouvait un certain apaisement dans ces discussions. Entendre les récits des autres lui rappelait qu'elle n'était pas seule dans ses inquiétudes, ses soulagements, ses espoirs. Une communauté silencieuse se formait entre les prisonnières. Quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé possible en arrivant au camp. Au fil des semaines, les lettres aidèrent aussi Élisabeth à garder le sens des proportions. Elle comprenait qu'elle vivait dans un cadre contrôlé, où la sécurité, la nourriture et le toit étaient assurés. Même si la nostalgie la gagnait souvent, elle voyait clairement que le camp la protégeait du chaos qui régnait alors en Allemagne. Chaque lettre envoyée ou reçue renforçait cet équilibre fragile. Dehors, le monde demeurait dangereux et imprévisible. À l'intérieur des barbelés, elle disposait au moins d'une certaine stabilité. Peu à peu, Élisabeth apprit à attendre avec impatience les jours de courrier. Elle ignorait ce qui l'y attendait, mais le moindre fragment de nouvelles, quelques mots de ses parents ou une courte note d'une amie suffisait à ranimer l'espoir. Les lettres cessèrent d'être de simples messages. Elles devinrent des rappels de la vie à laquelle elle reviendrait un jour, du monde qui existait au-delà des clôtures, et de la raison pour laquelle elle supportait la routine, le travail et le temps qui s'écoulait au camp. Les prisonniers de guerre allemands détenus aux États-Unis faisaient en partie d'un système très structuré, conçu pour gérer des dizaines de milliers de captifs loin des champs de bataille européens. Les camps étaient organisés autour de règlements précis, d'horaires fixes et d'affectations de travail clairement définies. On y attendait des prisonniers qu'ils se lèvent, mangent, travaillent et dorment selon un rythme strict. Bien que les camps soient relativement sûrs et que les gardes traitent le plus souvent les détenus avec équité, la vie y restait difficile. Le travail était souvent éprouvant physiquement et la liberté extrêmement limitée. Hommes et femmes étaient pour la plupart employés dans les cuisines, les buanderies, les ateliers ou les exploitations agricoles. Ces tâches étaient indispensables au fonctionnement des camps, et le refus ou la négligence entraînaient des avertissements ou de légères sanctions comme des heures de travail supplémentaires ou des restrictions temporaires. La nourriture était plus abondante que ce que beaucoup avaient connu pendant la guerre, mais elle restait rationnée et distribuée en portions strictes. Les repas étaient réguliers et calculés pour fournir l'énergie nécessaire au travail quotidien. Malgré cette relative abondance, les prisonniers n'avaient aucun contrôle sur ce qu'ils mangeaient ni sur les horaires, et ils devaient s'habituer à des produits inconnus. Les logements étaient collectifs, souvent surpeuplés, et l'intimité presque inexistante. Cette combinaison de discipline, de travail imposé et d'espace personnel réduit rendait l'existence monotone et éprouvante, même lorsque les besoins essentiels étaient satisfaits. Lorsque la guerre en Europe prit fin en 1945, la situation des prisonniers allemands commença à évoluer. Les États-Unis se préparèrent à leur rapatriement. Mais ce processus fut long, en raison du nombre considérable de détenus et de la complexité des transports transatlantiques. Les prisonniers furent regroupés puis embarqués progressivement sur des navires à destination de l'Europe. De nombreux camps continuèrent à fonctionner pendant des semaines, parfois des mois après la capitulation allemande, maintenant les routines et les affectations jusqu'à ce que les départs soient organisés. De retour en Allemagne, les anciens prisonniers se heurtèrent à une nouvelle réalité. Une grande partie du pays avait été détruite par les bombardements. Les infrastructures étaient endommagées. La nourriture, le logement et les soins manquaient. Beaucoup durent reconstruire leur vie à partir de rien. Si le système des camps américains les avait maintenus en vie et relativement en sécurité, il ne pouvait pas les préparer aux difficultés sociales, économiques et émotionnelles de l'après-guerre. Dans l'ensemble, le dispositif américain atteignit ses objectifs principaux: garder les prisonniers sous contrôle, organisés et nourris jusqu'à leur retour. La vie dans les camps était rigide, exigeante et pauvre en liberté, mais infiniment plus sûre que celle qui régnait en Europe dans les dernières années du conflit. Le système imposait une adaptation à des routines strictes, à un travail constant et à une surveillance permanente. Au moment du rapatriement, les prisonniers avaient passé des mois dans un univers discipliné et clos, et ils rentraient en Allemagne physiquement saufs, mais confrontés à l'immense tâche de se reconstruire dans un pays dévasté. Le réseau de camps de prisonniers allemands aux États-Unis laissa une empreinte durable tant sur ceux qui y furent détenus que sur le pays qui les accueillit. Pour les prisonniers, ces camps avaient offert sécurité, nourriture régulière et soins médicaux
des choses bouleversantes souvent absentes en Europe. Si la vie y était stricte et pénible, elle introduisit aussi beaucoup d'entre eux à une organisation, à un ordre et à une stabilité inconnue dans le chaos de la guerre. Cette structure et cette constance aidèrent nombre de prisonniers à tenir physiquement et pour certains, moralement, même si le retour à la vie civile demeura difficile. Beaucoup revinrent avec des compétences acquises au camp. Techniques agricoles, méthodes de cuisine, réparations mécaniques, qui purent servir à la reconstruction. Pour les États-Unis, ces camps démontrèrent la capacité à gérer sur leur propre territoire des milliers de combattants ennemis. Ils furent conçus pour concilier sécurité, besoins en main-d'œuvre et traitement humain. Dans le respect des conventions internationales, notamment celle de Genève, les responsables américains développèrent une expérience précieuse dans l'organisation de la logistique, de la distribution alimentaire, du travail et des soins médicaux à grande échelle, un savoir-faire qui influença ensuite les politiques et procédures d'après-guerre. Les camps eurent également un impact économique. Le travail des prisonniers contribua à compenser les pénuries de main-d'œuvre dues à la guerre, en particulier dans l'agriculture et certaines industries, soutenant ainsi les communautés locales et la production essentielle. L'héritage de ces camps dépassa les aspects pratiques. Ils montrèrent que, même en temps de guerre, sécurité stricte et traitement humain pouvaient les coexister. Les témoignages d'anciens prisonniers évoquent souvent des moments d'équité, de régularité et de professionnalisme de la part des gardes, en contraste frappant avec les dangers et les privations vécues en Europe. Pour les historiens, ces camps constituent aujourd'hui un exemple révélateur de l'équilibre entre impératifs sécuritaires, besoins économiques et obligations humanitaires. Même si ces camps ont disparu, leur influence, elle, s'est prolongée. Beaucoup d'anciens prisonniers se souvenaient, plus tard, de la stabilité et de la prévisibilité de la vie aux États-Unis avec un mélange de soulagement et de réflexion. Cette expérience avait montré jusqu'où des systèmes organisés pouvaient maintenir l'ordre au sein de populations immenses, même dans des conditions inhabituelles et éprouvantes. Les enseignements tirés de ces camps influencèrent par la suite les politiques militaires et les approches internationales concernant le traitement des prisonniers lors de conflits ultérieurs. Au final, le système des camps américains atteignit l'essentiel de ses objectifs. Il permit de garder les prisonniers en vie, en sécurité et actifs jusqu'à leur rapatriement, tout en mettant en place un cadre de règles, de travail et de surveillance qui cherchait à concilier contrôle et respect d'une dignité humaine minimale. Ces camps devinrent un exemple historique de la manière dont un pays peut gérer un grand nombre de combattants ennemis tout en respectant des normes juridiques et éthiques, et ils occupent encore aujourd'hui une place importante dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. À mesure que la guerre prenait fin, les prisonniers allemands détenus aux États-Unis entrèrent dans la phase du retour. Ce rapatriement demanda du temps, en raison du nombre élevé de captifs et de la complexité des traversées de l'Atlantique. Des navires furent affrétés, les prisonniers regroupés méthodiquement afin d'assurer des voyages sûrs. Même si l'Allemagne n'était plus en guerre, rentrer chez soi ne signifiait pas retrouver la normalité. Beaucoup retrouvèrent des villes en ruine, des pénuries de nourriture et de logement, des communautés brisées. Passer d'une existence strictement encadrée à l'incertitude de l'Allemagne d'après-guerre se révéla éprouvant. Pour certains, l'adaptation demanda des mois, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Le rapatriement n'était pas seulement un déplacement géographique, mais aussi une transition sociale et psychologique. Les prisonniers avaient vécu selon des horaires fixes, avec un travail, des repas et une surveillance prévisible. Revenir dans un pays en reconstruction signifiait affronter le désordre et le manque, loin du cadre auquel ils s'étaient habitués. Malgré cela, beaucoup rapportèrent avec eux des acquis nés de la captivité. Patience, discipline, combats pratiques. Nombre d'entre eux mirent ces qualités au service de la reconstruction, dans les champs, sur les chantiers ou dans divers métiers. Le système américain laissa également un héritage plus large. Il devint une référence quant à la possibilité de traiter des prisonniers ennemis selon des normes internationales, tout en assurant la sécurité et en utilisant la main-d'œuvre de façon encadrée. Les récits d'anciens détenus montrèrent qu'un traitement structuré et relativement humain pouvait réduire les tensions, préserver le moral et parfois transmettre des savoir-faire utiles pour l'après-guerre. Les chercheurs soulignent que, malgré les contraintes, cette expérience restait infiniment moins dangereuse que la vie dans une Europe en guerre. Le rapatriement des prisonniers allemands marqua ainsi la fin d'un chapitre singulier de l'histoire américaine et allemande. Les camps avaient hébergé et organisé des milliers d'hommes et de femmes, assuré l'ordre et couvert les besoins essentiels. Mais ils ne pouvaient effacer les conséquences profondes du conflit.
Pour les anciens prisonniers, le retour fut à la fois un soulagement et une épreuve. Un retour vers un pays à reconstruire, où la survie et l'adaptation se poursuivirent longtemps après la fermeture des derniers camps.